Je reste avec cette image impossible d'un homme qui vient retirer une pièce entière comme on enlèverait un objet inutile. J'ai commencé à sortir avec cette fille pendant mes années de fac, et je suis tombé amoureux d'elle beaucoup plus vite que je ne l'aurais cru. On se fréquentait depuis peut-être un mois à peine, mais tout se passait incroyablement bien. Il y avait cette sensation rare que tout s'aligne naturellement, comme si on se connaissait déjà depuis longtemps. Un soir, je l'ai emmenée voir un spectacle sur le campus. Rien de spécial, juste un événement étudiant, mais j'étais content d'être avec elle. On venait à peine de s'asseoir quand elle s'est tournée vers moi et m'a dit, presque timidement, qu'elle avait fait un rêve à mon sujet la nuit précédente. Ça m'a fait sourire, parce que moi aussi j'avais rêvé d'elle. Je lui ai donc demandé de me raconter le sien. Elle m'a expliqué qu'elle se trouvait dans la voiture d'une amie, en train de conduire à travers un quartier qu'elle ne connaissait pas bien. Elle essayait de trouver mon appartement, tournait en rond, stressait un peu. Dans son rêve, elle était au téléphone avec moi, et j'étais visiblement contrarié parce qu'elle n'arrivait pas à me rejoindre. Elle se souvenait très bien de cette frustration, de cette sensation d'être proche mais incapable de trouver le bon endroit. Quand elle a fini, j'ai senti un léger malaise s'installer. Parce que mon rêve à moi était étrangement similaire. Je lui ai dit que, dans le mien, j'étais au téléphone avec elle aussi. Je me tenais à la fenêtre de mon appartement et je la voyais en bas, dans une voiture bizarre, tourner autour du bâtiment encore et encore. Je me souvenais de la couleur de la voiture, de sa forme étrange, et de cette impression d'être tout près d'elle sans réussir à la rejoindre. Au début, je n'ai pas fait le lien immédiatement. J'ai raconté ça presque comme une coïncidence amusante. Mais elle me regardait fixement, avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de surprise et de choc, comme si quelque chose venait de se fissurer dans sa tête. Elle m'a regardé comme pour dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. C'est là que j'ai compris. Je me suis arrêté au milieu de ma phrase et j'ai réalisé que nous décrivions exactement la même scène, mais depuis deux points de vue opposés. Sans réfléchir, je lui ai décrit la voiture. La couleur, le modèle approximatif, un détail particulier sur l'arrière. Son visage s'est décomposé. C'était exactement ça la voiture de son rêve. On est resté silencieux pendant un moment, assis côte à côte, pendant que le spectacle commençait sans qu'aucun de nous n'y prête vraiment attention. J'essayais de rationaliser. Coïncidence. Hasard. Influence mutuelle. Mais au fond de moi, quelque chose sonnait faux. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est que ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Au cours de cette relation, des choses comme ça se sont reproduites. Des rêves partagés. Des pensées identiques formulées au même moment. Des phrases que l'un commençait et que l'autre terminait. Pas tout le temps, mais suffisamment pour que ça cesse d'être rassurant. Sur le moment, on en riait parfois. D'autres fois, on n'en parlait pas du tout, comme si mettre des mots dessus rendait la chose trop réelle. Pour ma part, ça m'a vraiment perturbé. Pas dans un sens romantique ou mystique, mais dans un sens profond, presque existentiel. J'avais l'impression que certaines frontières normales, celles entre deux personnes, entre deux esprits, devenaient floues sans prévenir. Quand la relation s'est terminée, ces phénomènes ont cessé. Plus de rêves partagés. Plus de synchronicité troublante. Et pourtant, longtemps après, j'y repensais encore. Je me demandais pourquoi ça avait eu lieu avec elle, et seulement avec elle. Si c'était juste une période particulière de ma vie, ou quelque chose de lié à cette connexion précise. C'était très tôt le matin, quelques mois seulement après avoir obtenu mon permis de conduire. J'étais encore dans cette phase où chaque trajet demandait une concentration totale. Ce jour-là, je sortais de mon quartier pour aller à l'école, à une heure où les rues sont presque vides et où tout paraît un peu irréel. J'arrive à l'intersection, je commence à tourner pour m'engager sur la grande route. Je suis à mi-chemin du virage quand, soudainement, j'entends un klaxon. Pas un petit coup bref. Un énorme coup de klaxon, violent, prolongé,
comme si un véhicule était juste à côté de moi, à quelques centimètres. Le genre de son qui déclenche une réaction instinctive avant même que le cerveau ait le temps de réfléchir. J'ai paniqué. Mon cœur est monté dans ma gorge. J'ai immédiatement donné un coup de volant et freiné en même temps. La voiture a dérapé légèrement et je me suis retrouvé dans la voie de virage au milieu de la route, persuadé que j'allais me faire percuter de plein fouet. Cette route était limitée à 55 miles à l'heure. Dans ma tête, je venais d'éviter de me faire transpercer par une voiture lancée à pleine vitesse. Sauf qu'il n'y avait rien. Je suis resté là, arrêté, les mains crispées sur le volant, le souffle court. J'ai regardé à gauche, à droite, devant, derrière. J'ai attendu. Je me suis dit qu'un véhicule avait peut-être déjà dépassé. J'ai scruté la route pour voir des phares qui s'éloignaient, des feux arrière au loin, n'importe quel signe. Mais il n'y avait absolument aucune voiture. Pas une seule. La route était complètement vide. Je suis resté immobile pendant une bonne minute, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le klaxon avait été clair, puissant, indiscutable. Je ne l'avais pas imaginé sur le moment. Mon corps avait réagi trop vite, trop fort, comme face à un danger réel. Et pourtant, il n'y avait aucune explication visible. Une expérience vraiment étrange que j'ai vécue et que je n'arrive toujours pas à expliquer aujourd'hui. J'étais au collège, et comme tous les jours après les cours, je marchais vers l'arrêt de bus pour rentrer chez moi. Le trajet était toujours le même, rien de particulier. Devant moi, il y avait 3 ou 4 camarades de classe. Les mêmes que d'habitude. Ils marchaient un peu plus vite que moi et arrivaient presque toujours à l'arrêt avant moi. Je les reconnaissais de dos, à leur façon de marcher, à leur sac. Tout était normal. Je me souviens très clairement de les avoir vus traverser le passage piéton. J'étais encore à bonne distance derrière eux, pas encore arrivé à la route. Je les ai regardés passer de l'autre côté, vers l'arrêt de bus qui se trouvait juste après la traversée. Ils ont continué sans se retourner. Rien d'étrange à ce moment-là. Quand je suis enfin arrivé au passage piéton à mon tour, j'ai traversé tranquillement. Une fois de l'autre côté, je me suis assis à l'arrêt de bus. Par réflexe, j'ai regardé derrière moi, dans la direction d'où je venais. Et c'est là que mon cerveau a complètement bloqué. Les mêmes camarades de classe étaient là. Juste en train d'arriver au passage piéton. Exactement comme s'ils n'avaient jamais traversé avant moi. Même groupe. Même ordre. Même allure. Ils marchaient normalement, discutaient entre eux, totalement inconscients de quoi que ce soit d'anormal. Je me souviens avoir cligné des yeux, persuadé que je m'étais trompé. J'ai regardé autour de moi, puis à nouveau vers eux. Ils étaient bien là. Derrière moi. Alors que quelques secondes plus tôt, je les avais vus devant, traversant avant moi. Je me suis immédiatement demandé si j'avais rêvé, si mon attention avait décroché, si j'avais confondu avec un autre groupe. Mais non. J'étais certain de ce que j'avais vu. Le moment était clair, précis, impossible à mélanger avec autre chose. Et surtout, il n'y avait pas assez de temps pour qu'ils aient pu faire demi-tour, me dépasser sans que je les voie, puis se retrouver derrière moi de nouveau. J'étais à l'université. J'avais une petite amie à l'époque qui vivait 2 étages au-dessus de moi dans la résidence. Je me suis réveillé à 3 heures du matin avec une sensation vraiment étrange. Je me suis habillé et j'ai commencé à monter les escaliers, sans vraiment savoir pourquoi. Je marche un moment dans le couloir de l'étage de ma copine, cette drôle de sensation devenant de plus en plus forte. Je colle mon oreille contre sa porte. Rien. Je commence à repartir vers la cage d'escalier, mais le malaise est toujours là. Je reviens et je colle de nouveau mon oreille contre la porte et j'entends le plus léger des sons. Une respiration lourde. J'essaie la poignée, la porte n'est pas verrouillée. Je l'ouvre, j'allume la lumière et sa putain de colocataire est en train de lui faire un cunilingus. Elle crie « Oh mon Dieu !» et s'enfuit dans la salle de bain. Sa colocataire me fixe simplement.
Je referme la porte. Nous rompons le lendemain, plutôt calmement. Quelques faits. Nous étions ensemble depuis le lycée et formions un couple assez solide. Nous avions délibérément choisi cette université ensemble. Elle ne m'avait jamais trompé avant cette nuit-là, selon elle, et je la crois. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, elle est mariée et heureuse avec le garçon pour lequel elle m'avait quitté au lycée. Ils ont 2 enfants. Ils ne laissaient jamais leur porte déverrouillée, donc j'imagine que c'était un accident. Sa colocataire était bisexuelle et elles avaient bu ce soir-là. Environ 1 an plus tard, j'ai eu une aventure de 2 semaines avec cette colocataire qui m'a confirmé que c'était bien la première fois qu'elle faisait ça et qu'elle ne pensait pas qu'elle m'avait trompé avant. Je ne suis pas religieux, ni spirituel, je ne crois pas aux prémonitions ou à quoi que ce soit de ce genre. Je n'ai aucune idée de pourquoi je me suis réveillé ou pourquoi je suis allé à sa porte cette nuit-là. Je n'avais absolument jamais fait quelque chose de ce genre durant les 2 années précédentes où nous fréquentions cette université ensemble. Quand j'étais enfant, je jouais souvent dans un grand champ près de chez nous. C'était un endroit assez éloigné, suffisamment pour que les bruits de la ville voisine disparaissent presque complètement. Ce jour-là, il n'y avait rien. Pas de voiture. Pas de voix. Pas même un chien au loin. Juste le vent, léger, qui faisait bouger l'herbe par vagues lentes. Je me souviens très bien de cette sensation de calme absolu. Ce n'était pas seulement silencieux, c'était comme si le monde retenait son souffle. En levant les yeux, j'ai alors remarqué un oiseau au-dessus du champ. Il flottait dans les airs, parfaitement immobile, comme suspendu. Ses ailes étaient ouvertes, mais il ne battait pas. Il ne montait pas. Il ne descendait pas. Il restait là, figé, en train d'observer le sol à la recherche d'une proie. Aujourd'hui, je sais que certains oiseaux peuvent faire ça, utiliser le vent pour rester sur place. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Pour moi, ce que je voyais était impossible. Un animal ne pouvait pas rester immobile dans le ciel comme ça. Mon cerveau d'enfant n'arrivait pas à intégrer l'image. Et combiné au silence total autour de moi, ça m'a frappé de plein fouet. J'ai eu cette pensée très claire, très sérieuse. Le temps s'est arrêté. Pas comme dans les films, avec tout qui se fige d'un coup. Plutôt comme si le monde avait doucement cessé de fonctionner normalement, sans prévenir. Le vent continuait à souffler légèrement, mais même ça semblait irréel. Je me souviens avoir regardé autour de moi, m'attendant presque à voir quelque chose d'autre d'anormal. Un insecte immobile. Un nuage figé. Quelque chose qui confirmerait cette idée absurde mais terriblement convaincante. Pendant quelques secondes, peut-être 1 minute, j'ai vraiment cru que j'étais seul dans un monde en pause. Que tout le reste était arrêté, et que moi et cet oiseau étions les seuls encore conscients de quelque chose. Je ne ressentais pas de peur intense, plutôt une sorte d'étrangeté profonde, un mélange de fascination et de malaise. Puis, sans que je puisse dire exactement quand, le moment s'est dissipé. L'oiseau a bougé. Le champ a retrouvé son aspect normal. Et la logique est revenue, lentement, comme après un rêve éveillé. Je suis rentré chez moi sans rien dire à personne, incapable d'expliquer ce que j'avais ressenti. Cela faisait à peine 2 mois que j'avais commencé un nouveau travail dans un casino à San Diego. Je travaille dans le service des jeux de table. Quand on nous appelle pour une pause, j'ai une habitude très précise. Je regarde toujours l'heure. Nous n'avons que 20 minutes de pause, pas une de plus, et je suis extrêmement strict avec ça. Je déteste arriver en retard, même de quelques secondes. Ce jour-là, quand j'ai été libéré pour ma pause, j'ai regardé ma montre. Il était exactement 9h06 du matin. Rien d'anormal. La salle de pause se trouve à environ 100 pas de la zone de jeu. Je connais le trajet par cœur. Je l'ai fait des centaines de fois. Quand je suis arrivé devant la porte de la salle de pause, j'ai regardé ma montre et mon téléphone par réflexe. 9h08. J'ai immédiatement ressenti un malaise.
Il n'y avait aucune chance que cela m'ait pris 2 minutes pour parcourir cette distance. Même en marchant très lentement, c'était impossible. J'ai continué ma pause comme prévu, mais quelque chose me dérangeait. Je suis descendu aux toilettes et, presque machinalement, j'ai regardé mon téléphone une nouvelle fois. 9h12. Là, ça m'a frappé de plein fouet. Il ne m'aurait jamais fallu 4 minutes pour atteindre cet endroit depuis la salle de pause. Je fais ce trajet tous les jours. Je connais chaque couloir, chaque escalier. À cet instant précis, j'ai eu une pensée étrange et très claire. Le temps venait de sauter en avant. Pas moi. Pas mon attention. Le temps lui-même. J'en ai parlé à un collègue en retournant travailler. Il a un peu ri, comme si je faisais une blague ou que je me montais la tête. J'ai laissé tomber. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation d'incohérence. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai décidé de vérifier quelque chose. J'ai chez moi une horloge qui se règle automatiquement quand on la branche. Elle se synchronise toute seule. Tous mes autres appareils affichaient exactement la même heure. Téléphone, ordinateur, montre. Tout était parfaitement aligné. Sauf cette horloge automatique. Elle affichait 4 minutes de retard. Avant ce jour-là, elle était toujours parfaitement synchronisée avec le reste. Jamais une seconde de décalage. En voyant ça, j'ai commencé à douter sérieusement de moi-même. Je me suis dit que j'étais peut-être en train de devenir fou, que mon cerveau me jouait des tours. Puis, il y a quelques semaines seulement, je suis tombé sur une vidéo d'un homme nommé Terence McKenna. Il parlait d'accélération du temps. Pas au sens scientifique classique, mais au sens de la perception, du rythme même de la réalité. En l'écoutant, j'ai ressenti un frisson. Certaines choses faisaient écho à ce que j'avais vécu. Depuis environ 3 ans, beaucoup de choses étranges me sont arrivées. Des décalages, des impressions de saut, des moments difficiles à expliquer. Je ne sais pas si tout est lié, mais cette histoire-là a été l'une des premières à vraiment me marquer. Aujourd'hui, je vis en Floride. Et cette même horloge automatique existe toujours. Elle fonctionne encore. Elle n'est plus en retard de 4 minutes. Seulement d'1 minute maintenant. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je sais juste que le temps, depuis ce jour au casino, ne m'a plus jamais semblé aussi fiable qu'avant. Ça s'est passé quand j'avais 7 ou 8 ans. À cette époque, mes parents m'avaient commandé Super Mario Galaxy sur eBay, avec un autre jeu dont je ne me souviens plus du tout. De toute façon, je m'en fichais complètement. Tout ce qui comptait pour moi, c'était Super Mario Galaxy. J'attendais ce jeu depuis des jours, peut-être des semaines, et j'étais surexcité à l'idée de l'avoir enfin. Le colis est arrivé et je l'ai ouvert tout de suite. J'ai sorti les boîtes, je les ai ouvertes une par une, et là, j'ai eu un énorme choc. À l'intérieur, il n'y avait pas les jeux qu'on avait commandés. À la place, il y avait des jeux PS2. Des disques violets, ceux de la PlayStation 2. Je me souviens très bien de cette couleur, parce qu'on n'avait même pas de PS2 à la maison. Ces jeux n'avaient absolument rien à faire là. Mon père était à la maison avec moi à ce moment-là. Je lui ai montré les boîtes, et il a vu exactement la même chose que moi. Il a confirmé que ce n'étaient pas les bons jeux. Ce n'était pas une erreur d'interprétation de gamin ou un moment d'inattention. Les mauvaises galettes étaient bien là, physiques, réelles, dans les boîtes. J'ai été anéanti. Pour un enfant de cet âge, c'était une énorme déception. Je me souviens être allé dans ma chambre, complètement triste, presque en colère, en me disant que c'était injuste et que le vendeur nous avait arnaqués. Je suis resté seul un moment, à ruminer, sans toucher aux boîtes. Environ 15 minutes plus tard, je suis ressorti. Je ne sais même plus pourquoi. Peut-être par espoir idiot. Peut-être juste pour regarder à nouveau. J'ai repris les boîtes, je les ai rouvertes, et cette fois, les jeux à l'intérieur étaient les bons. Super Mario Galaxy était là. Le bon disque. Le bon visuel. Le bon jeu.
Et l'autre jeu aussi, celui qui était censé être livré avec. Les jeux PS2 avaient disparu. Comme s'ils n'avaient jamais été là. Je me souviens très clairement être resté figé, à regarder les disques, incapable de comprendre. Je n'avais pas touché aux boîtes entre-temps. Personne n'était entré dans ma chambre. Mon père n'avait rien changé. Et surtout, ces jeux PS2, je ne les ai jamais revus. Ni avant, ni après. Ils ne traînaient pas dans la maison. Ils ne venaient de nulle part. Quand j'y repense aujourd'hui, ce qui me trouble le plus, ce n'est pas seulement le changement, mais le fait que mon père ait vu la même chose que moi au départ. Ça élimine l'idée d'un souvenir faux ou d'une confusion totale. Quelque chose était bien différent pendant ces 15 minutes. J'ai fait un rêve dans lequel mes frères et moi étions enfants, en train de jouer dans l'aire de jeu d'un hôtel à thème. Dans le rêve, tout semblait normal. Les couleurs, l'ambiance, la disposition des lieux, tout paraissait cohérent, comme un souvenir banal. Il n'y avait rien d'étrange sur le moment, juste cette impression familière d'être petit, insouciant, entouré de mes frères. Ce n'est qu'au réveil que quelque chose m'a interpellé. Le rêve me paraissait anormalement précis. Pas flou comme la plupart des rêves, mais détaillé, stable, presque figé. Plus tard dans la journée, j'en ai parlé à ma mère, sans arrière-pensée. Je lui ai raconté ce dont je me souvenais, l'hôtel, le terrain de jeu, l'atmosphère. Sa réaction m'a surpris. Elle m'a dit très sérieusement que je ne pouvais pas me souvenir de cet endroit. Selon elle, ce séjour avait eu lieu avant ma naissance. Elle y était allée avec mes frères, bien avant que je n'existe. À ce moment-là, j'ai d'abord pensé qu'elle se trompait, ou qu'elle confondait avec un autre endroit. Mais elle était catégorique. Le lendemain, elle a retrouvé une photo de cet hôtel. Quand je l'ai vue, j'ai ressenti un véritable choc. L'image correspondait exactement à ce que j'avais vu dans mon rêve. La structure du bâtiment, les formes, l'aire de jeu, tout était à sa place. Pas seulement l'idée générale, mais des détails précis que je n'aurais eu aucune raison d'inventer. C'était comme si mon rêve avait été une reproduction fidèle d'un lieu réel que je n'étais pas censé connaître. Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est que ce n'était pas la première fois que je rêvais de cet hôtel. En y repensant, je me suis souvenu d'autres rêves, plus anciens, se déroulant dans ce même endroit. Des couloirs différents, d'autres espaces, d'autres scènes. Pourtant, nous n'avons aucune photo de ces zones-là. Je ne sais même pas si elles existent réellement ou si mon esprit a complété le reste. Ça m'est arrivé quand j'avais environ 7 à 10 ans. J'étais assis sur les toilettes, la porte de la salle de bain ouverte sur le couloir. La maison était vivante autour de moi. J'entendais ma mère dans la cuisine, juste à côté de la salle de bain, et la télévision allumée dans le salon. Rien de silencieux ou de bizarre. C'était un moment totalement banal. Je m'apprêtais à attraper du papier toilette quand j'ai levé les yeux vers le couloir. Et il y avait quelqu'un. C'était moi. Pas une silhouette floue, pas une ombre. C'était clairement un autre moi, debout dans le couloir, à quelques mètres de là. Même taille. Même visage. Même cheveux. Même posture. Je me souviens très bien de ce choc immédiat, de cette sensation que quelque chose venait de se briser dans ma tête. Mon premier réflexe a été de me frotter les yeux, très fort, comme on le fait quand on pense voir quelque chose qui n'existe pas. Quand j'ai regardé à nouveau, il était toujours là. À ce moment-là, j'ai paniqué. Pas une panique explosive, mais une peur glacée. J'ai appelé ma mère à voix haute pour qu'elle vienne tout de suite. Elle est arrivée presque immédiatement depuis la cuisine. Le couloir était vide. Il n'y avait personne. Absolument personne. Ma mère m'a demandé ce qui se passait, pourquoi je criais. Je n'arrivais même pas à expliquer correctement ce que j'avais vu. Quelques semaines plus tard, c'est arrivé encore une fois. Pas dans la salle de bain cette fois-ci, mais ailleurs dans la maison. Le même phénomène. Le même autre moi. Présent pendant un court instant,
suffisamment longtemps pour que je sois certain de ce que je voyais, puis plus rien. Pas de transition, pas de disparition spectaculaire. Juste une absence soudaine. Cette fois, j'en ai parlé clairement à ma mère et à mes sœurs. Je leur ai expliqué exactement ce que j'avais vu. Leurs réactions ne m'ont pas rassuré. Elles étaient mal à l'aise, troublées. Personne n'a ri. Personne n'a minimisé. Elles étaient visiblement aussi perturbées que moi par ce récit. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et ça ne m'est jamais arrivé de nouveau. Pas une seule fois. Pourtant, ce souvenir est resté incroyablement vivant. Je me rappelle parfaitement l'angle du couloir, la lumière, la sensation dans mon ventre. Ce n'est pas flou comme un rêve d'enfance. C'est net, précis, ancré. Et je sais que ce n'était pas un rêve. Je me souviens très bien de ce qui a suivi. J'ai mangé dîner après. La soirée a continué normalement. Je n'ai pas eu cette sensation étrange qu'on a parfois en se réveillant, quand on doute de ce qui est réel ou non. Tout s'est enchaîné de façon logique. Je n'ai pas de jumeaux. Je n'en ai jamais eu. Il n'y a aucune explication simple qui colle vraiment à ce souvenir. Pendant quelques secondes, j'ai vu quelqu'un d'autre être moi. J'ai fait tomber un fer à souder, un modèle à gaz qu'on remplit avec du liquide. Quand il est tombé, j'ai cessé d'entendre le bruit caractéristique du gaz qui brûle. J'ai immédiatement pensé que le système de sécurité s'était enclenché et qu'il s'était éteint tout seul. Sur le moment, rien d'alarmant. Je me suis mis à le chercher quand même, par précaution. Notre garage est un vrai bazar, donc j'ai passé un bon moment à regarder partout. Par terre, sous l'établi, entre les cartons, derrière les outils. Impossible de le retrouver. Plus je cherchais, plus je me disais qu'il avait dû rouler quelque part hors de vue ou s'éteindre complètement. Puis, sans aucun avertissement, j'ai de nouveau entendu le bruit. Ce souffle discret mais très reconnaissable du gaz en train de brûler. Je me suis retourné et je l'ai vu. Le fer à souder était posé bien droit sur son support intégré, juste à côté de ce sur quoi je travaillais. Exactement là où il aurait dû être si je l'avais reposé volontairement. La panne était encore chaude, la soudure toujours fondue au bout. Comme si rien ne s'était passé. Comme s'il n'était jamais tombé. Je suis resté là à le fixer pendant quelques secondes, complètement perplexe. Je sais très bien que je ne l'ai pas ramassé. Je sais aussi qu'il n'a pas pu rebondir tout seul pour se retrouver parfaitement posé sur son support. Et pourtant, il était là. Le plus troublant, c'est que ce n'est pas la seule fois où quelque chose comme ça m'est arrivé dans ce garage. D'autres fois, ce sont des boulons ou des vis. Tu les fais tomber, tu les vois rebondir une fois, puis disparaître complètement. Tu cherches partout, convaincu qu'ils ont roulé sous un meuble ou dans un coin inaccessible. Et puis, plus tard, tu les retrouves posés tranquillement exactement là où tu travaillais. Sur l'établi. À côté de la pièce. Comme s'ils n'avaient jamais quitté l'endroit. Mon petit ami et moi sommes rentrés chez nous vers 2h30 du matin après être allés à un concert. J'étais sobre, lui relativement sobre, il avait bu 3 verres. Nous avions tous les deux faim, alors nous avons décidé de faire bouillir de l'eau pour des pâtes et de faire revenir des épinards, un repas assez rapide à préparer. Dans notre ancien appartement, nous avions une cuisinière à gaz. J'ai mis une casserole d'eau sur le feu pour les pâtes et j'ai allumé le gaz sous cette plaque. L'eau a commencé à bouillir au bout d'un moment. J'ai ensuite pris une autre grande casserole pour les épinards et j'y ai mis pas mal d'huile pour les faire revenir. Je me souviens avoir regardé l'huile dans la casserole et m'être demandé si j'allais en avoir besoin de plus pour les épinards. Je me suis détourné un instant parce que mon petit ami a fait quelque chose de stupide, je ne me souviens plus quoi, et quand je me suis retourné vers le brûleur pour l'allumer, il a soudain dit « Attends, non, stop ». Je le regarde, confuse, et il me montre le brûleur. Toute l'huile avait traversé le fond de la casserole et s'était répandue sur la plaque de cuisson, que j'étais sur le point d'allumer.
Cela se serait transformé en un énorme feu de graisse, et j'aurais probablement été gravement brûlé. Nous avons été vraiment troublés par ça, nous avons mis la casserole de côté et nettoyé le brûleur. Nous nous sommes dit qu'il devait y avoir une fissure microscopique dans la casserole qui avait provoqué la fuite. Le lendemain matin, j'ai repris la casserole et j'y ai mis de l'eau. Logiquement, si l'huile avait traversé à cause d'une fissure, l'eau aurait dû couler par le fond. Rien ne s'est passé, l'eau est restée dans la casserole. Nous avons même remis de l'huile pour vérifier, même résultat, rien ne s'est échappé par le dessous. Nous ne sommes toujours pas sûrs de ce qui s'est passé cette nuit-là. Une nuit, quand j'étais enfant, je n'arrivais pas à dormir. J'étais agité, incapable de trouver une position confortable. J'ai fini par m'allonger sur le dos et je fixais la fenêtre de ma chambre. Dehors, il faisait complètement noir. La vitre reflétait à peine quelque chose, juste cette obscurité uniforme typique de la nuit. Je me souviens très clairement d'avoir cligné des yeux. Et instantanément, il faisait jour. Pas une transition. Pas un lever de soleil. Pas cette lumière progressive du matin. C'était le plein jour, d'un coup. La chambre était éclairée naturellement, exactement comme au réveil. Ce qui est le plus étrange, c'est que je me sentais exactement pareil. Même position. Même sensation dans mon corps. Aucune lourdeur, aucune confusion, aucune impression de sortir du sommeil. Je n'avais pas bougé d'un millimètre. J'étais toujours allongé de la même façon, en train de regarder la fenêtre. La seule chose qui avait changé, c'était le monde extérieur. Comme si quelqu'un avait simplement remplacé la nuit par le jour pendant que je clignais des yeux. Bien sûr, on peut dire que je me suis endormi sans m'en rendre compte. Que mon cerveau a sauté le moment de l'endormissement et celui du réveil. Mais ça ne correspond pas à ce que j'ai ressenti. Je connais cette sensation. Je sais reconnaître quand je m'endors, même brièvement. Là, il n'y avait rien. Aucun vide. Aucun flottement. C'était comme si le temps avait été coupé net, puis relancé plus loin, sans que moi je sois affecté. Cette histoire a un contexte, alors merci de patienter. Il y a 3 ans, mon ex, avec qui je suis maintenant séparé, travaillait dans un petit restaurant familial tenu par 2 propriétaires et 2 employés. Un jour, Donna, l'une des propriétaires, a ouvert un colis contenant 2 petits porte-clés japonais anti-stress en forme de gousse de pois. Quand on les pressait, des pois avec des visages sortaient. Elle en a donné un à chacun des 2 employés parce qu'elle les trouvait simplement assez amusants quand elle les a vus sur Amazon. Environ 1 an, peut-être 14 mois après cela, il a quitté son travail chez eux, c'est important. J'avais remis le jouet dans son emballage d'origine, recouvert de caractères japonais, et je l'avais posé sur une étagère. Lui et moi avons divorcé il y a environ 1 an et demi. Il y a 4 mois, j'ai récupéré ma fille qui vivait à environ 490 km d'ici. L'un de ses premiers jours avec moi, elle m'a demandé si elle pouvait sortir la gousse de pois et la mettre sur son porte-clés. Je lui ai dit, pourquoi pas. Voici le problème. Un soir, après avoir déjà cherché la télécommande sous le canapé plus tôt dans la journée, j'ai fini par faire tomber mon briquet entre les coussins du canapé. Je me décale et je soulève un coussin pour récupérer mon briquet, et quand je soulève le coin du coussin, je vois quelque chose de vert. Je soulève les coussins du canapé pour voir ce que c'est, et c'est le petit porte-clés en forme de gousse de pois. Je vais voir ma fille dans la cuisine et je le lui tends en pensant qu'elle l'avait perdu, mais non, elle va chercher le sien et me le montre. Entre-temps, il avait été retiré de son porte-clés mais était solidement attaché à sa coque de téléphone. Nous nous regardons, complètement perplexes, et quand nous le pressons, exactement les mêmes pois usés et identiques sortent. Nous n'arrivons pas à comprendre comment un porte-clés identique, provenant d'il y a 3 ans, a pu se retrouver juste sous le coin d'un coussin de canapé qui est soulevé très fréquemment. Celui qui aurait pu être une copie n'avait absolument aucune chance de se mélanger et de finir ici puisqu'il avait été perdu il y a 2 ans, et ensuite définitivement perdu quand il est parti il y a 18 mois.
Je n'ai littéralement aucune explication à la présence de cette copie parfaite d'un porte-clés dans mon appartement, et encore moins sous un coussin de canapé. Si quelqu'un a des idées, je suis preneuse. Quand j'étais enfant, j'ai dû rester à l'hôpital à cause de problèmes d'estomac. Je n'avais jamais passé une seule nuit loin de mes parents auparavant, alors ces séjours étaient très difficiles pour moi. J'avais peur, j'étais nostalgique, et la plupart du temps je ne dormais presque pas. Je restais éveillé, à écouter les bruits de l'hôpital, à attendre que la nuit passe. Dans le service pédiatrique où j'étais, il y avait un couloir en hauteur qui donnait sur la salle, avec de larges fenêtres permettant de regarder à l'intérieur. La nuit, on voyait parfois passer une infirmière ou un membre du personnel lors de leur ronde. Je me souviens très bien que cette nuit-là, il devait être environ 4 heures du matin. Tout était silencieux, calme, avec cette atmosphère étrange propre aux hôpitaux quand tout le monde dort. Je regardais machinalement vers le couloir quand j'ai vu 2 silhouettes passer devant la fenêtre. Et immédiatement, j'ai su qui c'était. Ma mère et ma sœur. Elles marchaient ensemble, en parlant, en riant doucement. Ce n'était pas flou. Ce n'était pas vague. Il n'y avait aucun doute possible dans mon esprit. C'était elles. Leur façon de marcher, leurs cheveux, leur posture. Je les reconnaissais parfaitement. Mon premier réflexe a été de vouloir sortir du lit et courir vers elles. J'étais tellement heureux de les voir que j'ai ressenti un immense soulagement, comme si tout allait enfin redevenir normal. Mais au moment de bouger, quelque chose m'a retenu. Une sorte de blocage inexplicable. Je suis resté immobile, incapable de me lever, à les regarder passer. En quelques secondes, elles ont disparu au bout du couloir. Le silence est revenu, et avec lui un sentiment étrange, difficile à décrire. Pas de peur immédiate, mais une confusion profonde. Le lendemain, quand j'ai revu ma mère et ma sœur, je leur ai raconté ce que j'avais vu. Elles ont ri. Elles m'ont dit que j'avais trop d'imagination, que j'avais dû rêver ou confondre avec quelqu'un d'autre. Il y a une minuscule librairie d'occasion dans la ville où je vis. Je passe devant tous les jours depuis presque 3 ans et, pratiquement chaque jour, je me dis, cette petite librairie est tellement mignonne, il faut vraiment que j'aille y faire un tour. Mais je n'y vais jamais. Je suis assistante personnelle et cette semaine, mon patron m'a demandé de prendre un jour de congé parce qu'il était malade et ne voulait pas que je tombe malade aussi. Des annulations aussi imprévues, ça arrive peut-être 4 fois par an. J'étais chez moi et j'ai décidé que j'avais envie de lire un nouveau livre. J'en ai 2 ou 3 que j'ai achetés il y a des mois et que je n'ai toujours pas lus, mais aucun ne me tentait sur le moment. J'ai donc décidé d'aller enfin dans cette toute petite librairie d'occasion de la ville pour voir à quoi elle ressemblait. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas une seule personne dans la boutique à part l'homme à la caisse. Je suis monté à l'étage, là où se trouvent les romans, et j'ai fouillé un peu partout pendant probablement une 30aine de minutes. La boutique était effectivement très mignonne et pleine de charme, et c'était agréable de s'y promener un moment, mais j'ai fini par me dire que j'avais tout vu et j'ai décidé de rentrer chez moi. Je suis redescendu et je me dirigeais vers la porte quand j'ai remarqué une rangée de livres que j'avais manqué lors de mon premier passage en bas. Je suis donc allé jeter un œil dans l'allée. Dès que j'ai tourné le coin, une petite vieille dame que je n'avais pas entendue entrer dans le magasin a sursauté et a fait tomber un livre du haut de la pile qu'elle était en train de regarder. Je l'ai ramassé pour elle, et il se trouvait que c'était l'un des très rares exemplaires d'un livre que mon propre père a écrit et publié il y a plus de 15 ans. Il n'en avait probablement vendu qu'une 20aine d'exemplaires, tous dans un état complètement différent, à des milliers de kilomètres de l'endroit où je me trouve aujourd'hui. Et pourtant, je me suis retrouvé exactement au bon endroit, au bon moment, à côté d'une femme qui, par pur hasard, a laissé tomber un exemplaire d'un livre écrit par mon propre père, juste au moment où je passais, pour que moi, sa fille, puisse me pencher et le ramasser pour elle. Le 1er ou le 2e octobre 2019, je me suis réveillé et j'ai parlé à ma mère. Je lui ai demandé si elle voulait que je lui prépare du café dans la cuisine. Elle venait de se lever elle aussi.
Je me suis dirigé vers la cafetière et j'ai commencé à faire ce que je fais toujours. Je me souviens très clairement de la première chose que j'ai faite. J'ai ouvert la machine, retiré l'ancien filtre usagé et je l'ai jeté dans le petit sac poubelle qu'on utilise, ce qu'on récupère au supermarché ou dans les magasins de proximité. Je sais que je l'ai fait, parce que c'est toujours mon réflexe avant de mettre un filtre neuf et du café frais. J'ai vu le filtre tomber dans le sac. J'ai entendu le bruit. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Pendant que je faisais ça, ma mère m'appelait depuis sa chambre pour me dire quelque chose. Je ne lui ai pas répondu tout de suite parce que j'étais concentré sur la cafetière. Je voulais juste finir de la préparer avant de retourner lui parler. Une fois le filtre jeté, je me suis retourné vers elle et je lui ai demandé ce qu'elle voulait, dans une conversation rapide, presque automatique. C'est à ce moment précis que quelque chose d'étrange s'est produit. Sans aucun avertissement, j'ai ressenti au fond de ma tête une sensation totalement inconnue. Comme une force qui surgissait de nulle part. J'entendais un bruit entre mes oreilles, à l'arrière de mon esprit. Difficile à décrire, mais ça ressemblait à un effet sonore, comme quelque chose qui se chargeait à toute vitesse, puis qui filait brusquement. Ce n'était pas un bruit extérieur. C'était à l'intérieur de moi. Au même instant, j'ai vu 3 faisceaux de lumière blanche très fins descendre directement du plafond. Ils se sont dirigés droit vers la cafetière. Pas autour. Pas au hasard. Directement dessus. Tout a duré une fraction de seconde. Le bruit s'est arrêté net, comme s'il n'avait jamais existé. Je suis resté figé. Mon cœur battait fort. J'ai ouvert la cafetière. L'ancien filtre était toujours dedans. Je me souviens encore du choc. Je regardais le filtre usagé, exactement là où il n'aurait plus dû être. J'ai immédiatement regardé dans le petit sac poubelle où je l'avais jeté quelques secondes plus tôt. Il n'y était pas. Le sac était vide de tout filtre. Rien. Comme si je ne l'avais jamais jeté. Je conduis parfois ma sœur à l'école. Ce matin-là, je me suis réveillé un peu plus tôt que d'habitude. Rien d'inhabituel. J'ai regardé l'heure, constaté que j'avais encore de la marge, et décidé de rester au lit jusqu'à l'heure prévue pour partir, 7h30. J'entendais ma sœur bouger dans sa chambre, juste en face de la mienne. Des tiroirs, des pas, les bruits normaux de quelqu'un qui se prépare. Tout semblait parfaitement calé, comme tous les autres matins. Puis j'ai entendu frapper à ma porte. Pas un bruit vague ou un coup venant de loin. Un vrai coup, net, juste derrière le bois. Je me suis redressé un peu dans mon lit, surpris. Quand j'ai ouvert la porte, mon grand-père se tenait là. Debout dans le couloir. Habillé comme d'habitude. Il me regardait avec cet air inquiet qu'il a parfois et m'a demandé si tout allait bien. Sur le moment, je n'ai pas paniqué. J'ai répondu oui, machinalement. Mais quelque chose clochait. Mon grand-père habite à environ 10 minutes de route. Il ne vient jamais sans prévenir, encore moins aussitôt. Je me souviens m'être dit que c'était bizarre, mais pas assez pour réagir tout de suite. L'échange a été court. Il n'a pas insisté. Et pour une raison que je n'arrive toujours pas à expliquer, j'ai refermé la porte et me suis préparé à partir. Je me suis levé, j'ai attrapé mes affaires et je me suis dirigé vers la sortie, convaincu qu'on allait partir à l'école. En passant devant l'horloge, j'ai jeté un coup d'œil par réflexe. Il était 6h40. J'ai ressenti un froid immédiat. Un de ceux qui ne viennent pas de la température, mais de l'intérieur. J'ai regardé vers la chambre de ma sœur. Le silence. Je suis allé vérifier. Elle dormait profondément, exactement comme quelqu'un qui n'a pas encore été réveillé. Aucun signe qu'elle se préparait quelques minutes plus tôt. C'est là que la réalité m'a rattrapé d'un coup. Mon grand-père n'était jamais venu. Il n'y avait aucune trace de lui. Pas de bruit de porte. Pas de voiture dehors. Rien. La maison était exactement comme elle aurait dû l'être à 6h40 du matin.
Au lycée, l'un de nos cours a été interrompu pour la pause déjeuner un peu plus tôt que d'habitude. Rien d'inhabituel. On est sorti, on a mangé, puis on est revenu en classe comme toujours. Tout semblait normal jusqu'au moment où je me suis assis à ma place. Juste à côté de mon bureau, dans le mur, il y avait une petite porte. Vraiment petite. Une porte minuscule, à hauteur des chevilles, avec un encadrement bien visible. Mon meilleur ami était assis juste à côté de moi, et au moment où on a posé nos sacs, on s'est regardé en même temps. On a littéralement dit en chœur quelque chose comme « D'où sort cette petite porte ?» On était sincèrement stupéfaits. Très vite, toute la classe a commencé à rire. Tout le monde pensait qu'on plaisantait. Le genre de blague absurde pour casser l'ambiance après le déjeuner. Un autre élève a dit qu'il n'avait jamais vu cette porte non plus, mais plus tard, il a admis qu'il faisait juste semblant parce que ça perturbait le cours et qu'il trouvait ça drôle. Personne d'autre ne nous a pris au sérieux. Mais pour nous, il n'y avait aucun doute. Cette porte n'était pas là avant. Ce n'était pas la première semaine de cours. On était déjà bien installés dans la salle depuis longtemps. Et surtout, je suis petite. Je mesure 1,47 m. S'il y avait eu une porte minuscule juste à côté de moi depuis le début, j'aurais forcément fait une blague dessus. Une blague évidente. Une porte juste pour moi. Impossible que je ne l'ai pas remarqué. Avec le recul, l'explication logique serait que c'était une ancienne trappe, peut-être un accès à charbon ou quelque chose de similaire. Le bâtiment datait des années 20, et cette porte donnait vers l'extérieur. Donc, sur le papier, ça a du sens. Mais le problème reste le même. Elle n'était pas là avant que nous partions déjeuner. Nous en sommes absolument certains. Presque 20 ans ont passé depuis, et mon ami et moi en sommes toujours aussi convaincus. Ce souvenir n'a jamais changé. Il n'a jamais perdu en clarté. Ce n'est pas une impression vague ou une reconstruction tardive. C'est un moment précis, net, partagé. Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est que notre professeur se souvient de l'incident. Il se rappelle que la classe a été interrompue par notre réaction, que tout le monde riait, que ça avait cassé le rythme du cours. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on aurait inventé plus tard ou déformé avec le temps. C'était un coup sur 1 million. Alors que je voyageais pour le travail depuis Orlando, j'ai aperçu un bel homme roux. J'ai immédiatement ressenti une attirance totale pour lui pendant que nous faisions la queue au contrôle de sécurité. J'étais coincé dans une file interminable, loin derrière lui, et je n'ai jamais réussi à le rattraper. Il s'est retrouvé sur mon vol de départ et, lorsque nous avons atterri pour la correspondance à Atlanta, il est descendu de l'avion et a disparu avant que nous ayons pu nous parler. J'ai continué mon voyage jusqu'à Norfolk, en Virginie, loué une voiture et roulé 45 minutes jusqu'à l'hôtel où se tenait la réunion de mon entreprise. Plus tard dans la soirée, je descendais l'escalier de l'hôtel pour aller au bar quand le gars se tenait là, sur le palier du bas. Nos regards se sont croisés, nous avons souri largement et j'ai dit avec assurance, « Eh bien, te voilà ». Nous nous sommes retrouvés exactement dans le même hôtel, à plus de 800 miles de l'endroit où nous avions débarqué de l'avion. Comment est-ce possible ? Nous avons ri, eu une excellente conversation, puis il a dit un peu maladroitement, « Bon, ravi d'avoir parlé avec toi », et il est parti en courant. Totalement confuse, j'ai réfléchi une minute puis je me suis dit tant pis. Je suis allé à la réception avec ma seule carte de visite professionnelle. J'ai écrit au dos et demandé à la réceptionniste de la remettre dans sa chambre, mais je n'avais que son prénom. Elle m'a dit, « Il y a 2 Andrew ici. Qu'est-ce que je fais ?» J'ai répondu, « Tirez à pile ou face et choisissez, peu importe. » Il m'a appelé le lendemain même et nous sommes sortis ensemble pendant quelques mois. Il était beau, charismatique, intelligent, accompli et absolument merveilleux à tous points de vue. Récemment divorcé après plus de 10 ans de mariage, j'étais la première femme avec qui il sortait depuis le lycée. Nous nous sommes séparés parce que je voulais avoir un enfant alors que lui considérait avoir terminé après ses 2 garçons avec son ex-femme. Le temps que nous avons passé ensemble a été très beau pour nous deux.
La façon dont nos chemins se sont croisés reste l'histoire la plus étrange et la plus guidée par le destin que je puisse raconter. Orlando a 850 vols par jour, soit une chance de 0,0011% qu'il soit sur mon vol. Atlanta compte 2700 vols quotidiens pour les correspondances, ce qui représentait déjà une chance de 0,00037% que nous ayons la même destination. De plus, il y a 54 200 hôtels aux États-Unis, soit une probabilité de 0,000019% que nous finissions dans le même hôtel. Les chances que tout cela s'aligne ? 1 sur 1 million. Alors dis-moi, comment est-ce possible ? Je ne sais pas vraiment si ce que j'ai vécu relevait du surnaturel ou d'un simple dysfonctionnement de l'esprit. J'avais entre 10 et 12 ans à l'époque. J'avais déjà été diagnostiqué avec un TDAH sévère, et l'un des symptômes les plus marquants pour moi a toujours été l'insomnie. Dormir a rarement été simple. Ce soir-là, je m'étais couché plus tard que le reste de la maison. Rien d'exceptionnel pour moi. Il devait être environ 1 heure du matin, peut-être un peu avant. Ce n'était pas une nuit blanche, ni même un manque de sommeil important. J'étais encore dans un rythme plutôt normal. J'étais dans ma chambre, assis sur mon lit, en train de lire un livre comme je le faisais souvent. Mon père était entré pour essayer de me convaincre d'éteindre la lumière et de dormir. Finalement, il s'était assoupi dans le fauteuil, épuisé. J'utilisais une lampe torche pour lire, donc la pièce était plongée dans le noir complet, à l'exception du petit cercle de lumière sur les pages. Puis, sans aucun avertissement, une lumière absolument aveuglante est passée à travers ma fenêtre. J'avais des stores épais, complètement tirés. Malgré ça, la lumière était si intense que je pouvais encore la voir clairement, et même distinguer la silhouette de quelque chose derrière les stores. Ce n'était pas diffus. Ce n'était pas doux. C'était brutal, presque agressif. Un détail important me revient toujours. Ma chambre se trouvait au 2e étage. Ce ne pouvait pas être une lampe torche. Même un projecteur aurait été difficile à expliquer. Et surtout, comment aurais-je pu voir une forme aussi nette de l'autre côté des stores fermés ? Poussé par une peur mêlée de curiosité, je me suis approché de la fenêtre. Mes mains tremblaient quand j'ai attrapé la corde. J'ai tiré. Et je l'ai vu. Il y avait quelque chose juste devant ma fenêtre. En suspension dans l'air. Je n'arrive toujours pas à le décrire correctement, même aujourd'hui. C'était lumineux. Intensément lumineux. Il avait des yeux. Des yeux qui me regardaient directement. Pas à travers moi. Pas autour de moi. Moi. Ce n'était pas humain. Mais ce n'était pas non plus abstrait. C'était une présence. Une chose consciente. Flottant à hauteur de visage, comme si la fenêtre n'était qu'un détail sans importance. La peur m'a frappé d'un seul coup, écrasante. J'étais paralysé. Et dans les 2 secondes à peine où nos regards se sont croisés, quelque chose est passé entre nous. Pas avec des mots. Pas avec des images. Une certitude brute. Cette chose voulait me tuer. Je n'ai pas réfléchi. J'ai lâché la corde et les stores sont retombés violemment. Le bruit a claqué dans la pièce comme un coup de feu. Exactement au même instant, la lumière a disparu. Pas progressivement. Instantanément. Le silence est revenu. Mon père s'est réveillé en sursaut dans le fauteuil. Il m'a regardé, encore à moitié endormi. Je lui ai demandé s'il avait vu ça. S'il avait vu la lumière, la silhouette. Quelque chose. Il m'a simplement répondu que je devais être en train de rêver. Mais je sais que je ne dormais pas. J'avais 17 ans quand ça m'est arrivé. À l'époque, je n'étais pas spécialement méfiant et j'ai pris un autostoppeur. Il n'avait rien de particulièrement inquiétant. Un type banal, silencieux, qui m'a simplement demandé s'il pouvait monter. Il s'est assis, on a roulé ensemble, et honnêtement, ça n'a duré même pas 1 minute.
Très vite, il m'a demandé de le déposer sur le bord de la route. L'endroit m'a immédiatement semblé bizarre. À côté de nous, il n'y avait rien d'autre qu'un immense champ plat, facilement une centaine d'hectares. Aucun bâtiment. Aucun arbre. Juste de l'herbe très courte, presque tondue, qui s'étendait à perte de vue. Pas de chemin visible, pas de clôture, rien qui explique pourquoi quelqu'un voudrait descendre là. Je me suis arrêté quand même. Il est sorti de la voiture sans dire grand-chose et a commencé à marcher droit dans le champ. J'ai redémarré doucement, mais quelque chose m'a fait regarder dans le rétroviseur. Je me souviens très bien m'être dit que ce gars avait un comportement un peu étrange pour vouloir être lâché au milieu de nulle part. Et c'est là que mon cerveau a bugué. Il n'était plus là. Pas plus loin dans le champ. Pas accroupi. Pas couché dans l'herbe. Rien. Le terrain était tellement dégagé que n'importe quelle silhouette aurait été visible immédiatement. Il n'y avait aucun relief derrière lequel il aurait pu se cacher. J'ai ralenti, presque arrêté, les yeux rivés sur le champ, persuadé que je l'avais simplement perdu de vue pendant une seconde. Mais non. Il avait disparu. Le timing rend la chose encore plus dérangeante. Il était hors de la voiture depuis peut-être 10 ou 20 secondes. Pas plus. Il est physiquement impossible qu'il ait pu traverser cette distance à pied et sortir de mon champ de vision aussi vite. J'ai pensé à toutes les explications possibles au fil des années. Un hélicoptère. Mais il n'y avait aucun bruit, aucune ombre, aucun souffle d'air. Une voiture venue le récupérer. Impossible. La route était vide, dans les deux sens, aussi loin que je pouvais voir. Une trappe souterraine cachée. Mais le sol était uniforme, rien de déplacé, rien d'ouvert. Parfois, mon esprit part dans des directions plus absurdes. Une illusion. Un problème de perception. Ou quelque chose de complètement inexplicable, du genre qu'on préfère classer dans un coin de sa tête et ne plus toucher. Sur le moment, j'ai ressenti un frisson très particulier, une sensation de vide, comme si j'avais été témoin de quelque chose que je n'étais pas censé voir. Je n'en ai pas parlé tout de suite à l'époque. Ça semblait trop étrange, trop facile à tourner en ridicule. Mais au fil des années, ce souvenir est revenu régulièrement, sans prévenir. Toujours avec les mêmes images. Le champ. L'herbe rase. Le type qui marche calmement. Et puis plus rien. Une nuit, vers minuit, je suis descendu à la cuisine pour me prendre quelque chose à manger. L'escalier de la maison est très ancien et il grince énormément, donc mes parents m'ont clairement entendu descendre. Rien d'inhabituel, ça arrivait souvent. Je suis remonté ensuite et je suis allé me coucher sans incident. Je n'ai rien remarqué d'étrange. Pas de douleur, pas de choc, rien qui aurait pu me marquer. La nuit s'est terminée normalement, du moins c'est ce que je croyais. Le lendemain matin, en descendant à mon tour, mes parents m'attendaient dans le salon. Ils m'ont tout de suite demandé si j'allais bien. Leur ton était sérieux, presque inquiet. J'ai répondu que oui, bien sûr, et je leur ai demandé ce qui se passait. C'est là qu'ils m'ont expliqué qu'ils avaient trouvé une grosse goutte de sang sur l'escalier ce matin-là. Pas une petite trace. Une vraie goutte, bien visible, comme si quelqu'un s'était blessé en montant ou en descendant. Selon eux, elle n'était pas là la veille. Et comme j'étais la dernière personne à avoir emprunté l'escalier pendant la nuit, ils ont naturellement pensé que ça venait de moi. Le problème, c'est que j'étais absolument certain de ne pas m'être blessé. Je n'avais ressenti aucune douleur, aucun pincement, aucune coupure. Après leur avoir parlé, j'ai vérifié tout mon corps. Mes mains, mes bras, mes jambes, mes pieds. Pas la moindre égratignure. Pas de croûte. Rien qui aurait pu produire autant de sang. Nous n'avons pas d'animaux à la maison, donc cette explication a été écartée immédiatement. Et ce ne pouvait pas être mes parents non plus. Ils ont tous les deux juré qu'ils n'avaient pas saigné, et surtout, ils ont remarqué la goutte dès qu'ils ont mis le pied sur l'escalier en descendant le matin. Si ça avait été eux, ils s'en seraient rendus compte.
J'étais en train d'acheter un bracelet de montre de remplacement dans le supermarché de ma ville universitaire. Le fonctionnement était simple. On payait le bracelet à la caisse classique, puis on se rendait dans le rayon bijouterie du magasin pour qu'un employé l'installe. Rien de spécial, rien qui nécessite un rendez-vous ou une prise de contact préalable. Une fois le paiement effectué, je me dirige vers le comptoir de la bijouterie. À peine ai-je posé un pied dans l'allée que le type derrière le comptoir me regarde, sourit, et me dit très calmement « Pourquoi bonjour monsieur suivi de mon nom de famille ?» Je me suis figé une fraction de seconde. Pas parce que c'était impoli ou inquiétant, mais parce que ça n'avait absolument aucun sens. Je n'avais donné mon nom à personne. Il n'y avait pas de rendez-vous. Aucune transaction informatique, à ma connaissance, qui aurait pu lui indiquer que j'allais passer ici ou comment je m'appelais. Je n'étais même pas un client régulier. J'étais juste un étudiant de passage dans un magasin banal. Je lui ai répondu, un peu mécaniquement, tout en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je l'ai observé pendant qu'il travaillait sur ma montre, en me demandant si je le reconnaissais. Rien. Aucun souvenir. Aucun visage familier. Pourtant, la possibilité la plus logique restait que ce soit quelqu'un de mon lycée. Quelqu'un qui m'aurait reconnu avant que je ne le reconnaisse. Sauf que mon lycée n'était pas énorme, et que cette ville universitaire se trouvait à 1h30 de route. Ce n'était pas impossible, mais c'était quand même une sacrée coïncidence. Plus le temps passait, plus le malaise grandissait. Ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Une impression étrange, presque solennelle, comme si cette rencontre avait une importance particulière que je ne comprenais pas. Il parlait normalement, faisait son travail, rien de bizarre dans son comportement. Et pourtant, j'avais cette sensation persistante qu'il savait quelque chose que je ne savais pas. Pendant une seconde idiote, une pensée absurde m'a traversé l'esprit. Le genre de pensée qu'on a quand la réalité déraille un tout petit peu. J'ai eu l'impression que c'était la personne que j'étais censé rencontrer. Comme un personnage clé dans un scénario invisible. J'ai presque attendu qu'il me donne une mission, un message, n'importe quoi qui justifierait ce sentiment. Bien sûr, rien de tout ça ne s'est produit. Il a fini d'installer le bracelet, m'a rendu ma montre, m'a souhaité une bonne journée, toujours parfaitement normale. Je suis reparti avec plus de questions que de réponses. En quittant le magasin, je me suis retourné une dernière fois, sans vraiment savoir pourquoi. Il était déjà passé à un autre client. Une nuit, vers 2009, l'un de mes responsables avait organisé une énorme fête pour beaucoup d'entre nous qui travaillions dans un centre d'appel. Au fil de la soirée, les gens ont commencé à sortir devant la maison. À ce moment-là, il devait être autour de minuit. Il y avait pas mal de monde sur la pelouse, de l'alcool, des discussions qui se croisaient, une ambiance bruyante mais détendue. Je me tenais dehors avec mon boss. On parlait, on buvait, comme tout le monde. La maison était située sur une colline, avec une route en pente qui descendait juste devant. Rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Puis, d'un coup, moi et mon boss avons entendu quelqu'un crier. Pas un cri normal. Une voix forte, scandée, qui reprenait une sorte d'air reconnaissable, comme une version hurlée de la chanson Réveil. Le son venait de loin, mais il se rapprochait vite. De plus en plus fort. De plus en plus distinct. On a tous les deux tourné la tête dans la même direction. C'est là qu'on l'a vu. Un homme en fauteuil roulant déboulait à toute vitesse dans la rue en pente. Il descendait la colline comme une fusée. Je ne sais toujours pas comment c'était possible. Le fauteuil semblait presque voler sur l'asphalte. Il criait à plein poumon, reprenant son air étrange, complètement déchaîné. La scène était tellement absurde qu'elle en devenait irréelle. Il arrivait droit vers une intersection assez fréquentée, avec un stop dans chaque sens. Sans ralentir. Sans hésiter. En hurlant, il a crié d'une voix rauque et triomphante qu'il était invincible. Puis il a traversé l'intersection à pleine vitesse. 2 voitures sont passées à quelques centimètres de lui.
littéralement à un souffle. Un miracle qu'il ne se soit pas fait percuter. Et ensuite, il a continué sa course. Et il a disparu. Pas qu'il soit allé plus loin hors de notre champ de vision. Non. Il était juste là, et l'instant d'après, il n'y avait plus rien. La rue était vide. Aucun bruit. Aucun fauteuil roulant. Aucun cri. Rien. Moi et mon boss nous sommes regardés immédiatement. Le genre de regard où aucun mot n'est nécessaire. Juste cette expression de pure incompréhension. Qu'est-ce qu'on venait de voir? On a ensuite regardé autour de nous, vers les autres personnes sur la pelouse. Des dizaines de gens. Et personne ne réagissait. Personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. Ils continuaient à parler, à rire, à boire, comme si rien ne s'était passé. Comme si ce moment complètement fou n'avait existé que pour nous deux. Pendant un instant, on s'est vraiment demandé si on n'avait pas halluciné. Si l'alcool nous avait joué un tour. Mais le problème, c'est que nous avions vu exactement la même chose. Au même moment. Dans les moindres détails. J'étais complètement ivre ce soir-là, c'est vrai. Mais presque 10 ans plus tard, je me souviens encore de cette scène avec une clarté dérangeante. J'étais à Orlando pour participer aux championnats nationaux de cheerleading. La compétition venait de se terminer et on était en train de ranger la chambre d'hôtel avant de partir pour l'aéroport avec toute l'équipe. En faisant mes valises, je me suis rendu compte que la bague toute neuve que ma tante m'avait offerte avait disparu. Une bague à laquelle je tenais vraiment. J'ai retourné la chambre. Le lit, la salle de bain, les sacs, les poches, absolument tout. Impossible de mettre la main dessus. Au bout d'un moment, j'ai dû me rendre à l'évidence. On était pressés, le bus nous attendait, et je me suis dit que je l'avais probablement perdu pour de bon. J'ai essayé de ne pas y penser en montant dans le car, puis en passant les contrôles de sécurité, puis en arrivant à la porte d'embarquement avec le reste de l'équipe. On était assis à attendre l'avion, à moitié fatigués, à moitié excités par le retour. Et là, sans aucun avertissement, j'ai senti quelque chose tomber sur mes jambes. Pas un choc violent. Juste un petit poids, un léger contact. Un tude à peine perceptible sur mes genoux. J'ai baissé les yeux, un peu machinalement. C'était ma bague. Elle était là, posée tranquillement sur mes genoux. Je n'ai pas vu tomber quoi que ce soit. Je n'ai vu personne bouger. Personne ne l'a lancée, personne ne me l'a donnée. Elle était juste apparue là. J'ai demandé autour de moi, un peu paniqué, si quelqu'un avait fait une blague, si quelqu'un l'avait retrouvée et me l'avait jetée dessus. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais folle. Personne n'avait la moindre idée de ce dont je parlais. Et je sais, au fond de moi, que personne n'était en train de se foutre de moi. Je n'ai jamais réussi à comprendre comment cette bague a pu disparaître dans une chambre d'hôtel, puis réapparaître plus tard, à l'aéroport, au milieu de dizaines de personnes, sans que personne n'ait rien vu. Et comme si ça ne suffisait pas, l'autre côté de l'histoire est tout aussi perturbant. La semaine dernière, j'avais une boucle d'oreille dans la main. J'étais sur le point de la mettre quand elle m'a échappé et a glissé directement dans la manche de ma chemise. Je l'ai vue tomber. Je sais exactement où elle est censée être allée. Pourtant, je ne l'ai jamais sentie contre ma peau. Pas le moindre contact, pas le moindre frottement. J'ai fouillé ma manche, mes vêtements, j'ai enlevé la chemise, j'ai secoué, j'ai balayé toute la pièce. Le sol, les meubles, chaque recoin. Cette boucle d'oreille s'est littéralement volatilisée. Comme si elle n'avait jamais existé, ou comme si elle avait traversé quelque chose au lieu de tomber. Ma carte étudiante a littéralement disparu, puis est revenue d'une façon impossible à expliquer. Il y a environ 1 an, je suis descendu à l'étage du bas pour me préparer à aller en cours. Ma carte étudiante est normalement attachée à un tour de cou que je laisse toujours au même endroit. Sauf que ce matin-là, elle n'y était pas. J'ai d'abord pensé que je l'avais simplement déplacée sans m'en souvenir,
alors j'ai commencé à chercher. La recherche est vite devenue frénétique. J'ai fouillé mon sac à dos plusieurs fois, retourné le canapé, vérifié mon manteau, toutes mes poches, ma chambre, les surfaces visibles, même les endroits improbables. Je me suis tapoté le cou et le torse, presque par réflexe, pour être sûr qu'elle n'y était pas déjà. Rien. Absolument rien. Ma mère était à la maison à ce moment-là. Elle a vu que je commençais à paniquer et elle m'a aidé à chercher. À deux, on a refait exactement les mêmes endroits. Lentement. Méthodiquement. Toujours rien. À ce stade, j'étais déjà en retard, donc j'ai fini par abandonner, contrarié, convaincu que je la retrouverais plus tard. Je suis monté dans la voiture et j'ai pris la route pour aller en cours. J'essayais de me calmer au feu rouge, en me disant que ce n'était qu'un objet et que je réglerais ça plus tard. C'est à ce moment précis que j'ai senti quelque chose tirer légèrement sur mon cou. Une sensation nette, impossible à ignorer. J'ai baissé les yeux. La carte était là. Accrochée autour de cou. Autour de mon cou. Exactement comme si elle avait toujours été là. Je me souviens m'être figé pendant une seconde, complètement incapable de comprendre ce que je voyais. Je n'avais pas touché le tour de cou de toute la matinée. Je ne l'avais pas ramassé. Je ne l'avais pas passé autour de mon cou machinalement. J'en suis certain, parce que c'est la toute première chose que j'avais vérifiée en la cherchant. Il n'y a aucun scénario logique dans lequel elle aurait pu se retrouver là toute seule. Je l'aurais senti immédiatement. Et surtout, ma mère et moi avions cherché ensemble. Elle n'était pas là. J'ai deux dessous de verre dans ma chambre. Un posé sur ma table de nuit, l'autre sur mon bureau. Ils ont toujours été là, exactement aux mêmes endroits, au point que je n'y faisais même plus attention. Il y a quelques jours, je me suis rendu compte qu'ils avaient disparu. Les deux? Plus rien. Sur le moment, je n'ai pas paniqué. Je me suis juste dit que la femme de ménage avait dû les déplacer pour nettoyer, sans me prévenir. Je suis donc allé lui demander, assez tranquillement, si elle avait touché à des dessous de verre dans ma chambre. Elle m'a regardé avec un air complètement perdu. Elle m'a juré qu'elle ne voyait absolument pas de quoi je parlais, qu'elle n'avait rien déplacé de ce genre. Là, j'ai commencé à me dire que peut-être elle ne les avait simplement jamais remarqués. Un peu plus confus, je suis allé voir ma mère. Je lui ai demandé où on gardait les dessous de verre de rechange à la maison. Elle m'a répondu, très naturellement, qu'on n'avait jamais eu de dessous de verre comme ceux que je décrivais. Elle a même sorti ceux qu'on utilisait selon elle. Des dessous de verre totalement différents. Pas la même matière. Pas la même forme. Rien à voir avec ceux de ma chambre. À ce moment-là, j'ai eu un vrai choc. Pas juste une petite surprise. Un malaise profond. J'avais l'impression qu'on venait de me dire que quelque chose de basique dans ma vie n'avait jamais existé. Comme si mes souvenirs étaient faux. Je ne savais pas quoi dire ni quoi faire. J'ai passé le reste de la journée avec cette sensation horrible que quelque chose clochait, que ma réalité venait de se fissurer pour une raison absurde. Le lendemain, je rentre de l'école. Je pose mon sac, je vais dans ma chambre, et là je les vois. Les deux dessous de verre. Exactement à leur place habituelle. Un sur la table de nuit, l'autre sur le bureau. Comme s'ils n'étaient jamais partis. Je suis resté figé pendant plusieurs secondes à les regarder, en essayant de comprendre si je devenais fou. Encore plus étrange, les dessous de verre que ma mère m'avait montrés la veille avaient disparu. Complètement. Plus personne ne savait où ils étaient. Comme s'ils n'avaient jamais existé non plus. Et là, comme si l'univers se foutait ouvertement de moi, je remarque un colis posé près de la porte d'entrée. Un paquet encore scellé. Je l'ouvre. À l'intérieur, il y a un lot de dessous de verre. Les mêmes. Exactement les mêmes que ceux que j'avais vus la veille chez ma mère. Même modèle, même emballage. Le truc le plus dérangeant dans toute cette histoire, c'est que personne dans la maison n'avait commandé quoi que ce soit. Pourtant,
Le colis venait bien de notre compte Amazon. Pas d'erreur d'adresse. Pas de commande inconnue venant d'un voisin. J'étais dans un blockbuster vidéo pendant un orage violent, et la foudre est tombée vraiment tout près du bâtiment. Ce n'était pas un impact direct, mais suffisamment proche pour faire vibrer les murs et faire sursauter tout le monde à l'intérieur. Sur le moment, ça m'a rendu un peu nerveux, forcément, mais ce n'est pas ça qui m'est resté le plus en tête. Ce que je me rappelle avec une clarté presque dérangeante, c'est que la radio du magasin a soudainement changé. Avant, elle diffusait les habituelles chansons pop sans intérêt, le genre de musique qu'on entend partout et qu'on finit par ignorer. Et puis, sans transition, c'est devenu autre chose. C'était toujours de la pop, clairement, avec une structure familière, un rythme accrocheur, et les paroles étaient en anglais. Pourtant, je n'avais jamais entendu aucune de ces chansons auparavant. Pas une seule ne me disait quoi que ce soit. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste moi, que mon esprit me jouait un tour à cause du stress. Mais plus j'écoutais, plus ça me troublait. Les voix semblaient normales, professionnelles, comme celles de chanteurs connus, mais impossibles à identifier. J'ai sorti mon téléphone et lancé Soundbound, pensant que ça réglerait la question en quelques secondes. L'application n'a reconnu aucun morceau. Pas une correspondance, pas même une piste approximative. Puis il y a eu un autre coup de tonnerre, encore plus fort que le premier. Le bâtiment a tremblé, certaines jaquettes de VHS sont tombées des étagères, et la radio est revenue instantanément à la musique que je connaissais, les mêmes titres populaires qu'on entendait partout à l'époque. Comme si rien d'étrange ne s'était jamais produit. À partir de là, j'ai vraiment commencé à douter de ma propre perception. Je me suis demandé si la radio avait brièvement capté une autre fréquence, ou si l'orage avait provoqué une sorte d'interférence inhabituelle. Ma copine a eu un accident en avril dernier, et quand je dis accident, je parle d'un truc qui n'a aucun sens quand tu le vois de près. La voiture était littéralement broyée. Pas juste une aile enfoncée ou un pare-chocs arraché. Non. La caisse avait l'air d'avoir été passée au broyeur. Les vitres explosées. La direction tordue. Le volant et le tableau de bord étaient décalés, comme si tout l'avant avait pivoté et s'était écrasé vers l'endroit où se trouvait normalement le passager. C'était tellement déformé que, sur le coup, j'ai eu l'impression qu'elle avait foncé dans un mur en briques, un vrai mur, solide, renforcé avec de l'acier, un truc fait pour arrêter un camion. Ça ne ressemblait pas à un choc contre une voiture, ni même un choc contre un poteau. J'ai reçu son appel à 11h30. Je n'oublierai jamais ce son. Elle hurlait au téléphone, elle pleurait, elle parlait par à-coups, elle répétait mon prénom, elle me disait qu'elle avait eu un accident, qu'elle ne comprenait pas, qu'elle avait peur. J'ai sauté dans mes chaussures sans réfléchir, je suis parti comme un dingue, le cœur dans la gorge, avec cette sensation horrible que chaque feu rouge allait être la raison pour laquelle je n'arriverais pas à temps. Quand je suis arrivé, les flics venaient juste de se pointer. J'ai vu les gyrophares, j'ai vu une petite foule de gens qui regardaient de loin, et puis je l'ai vue elle. Debout. En train de marcher. De parler. En train de répondre aux questions. J'ai eu un choc parce que dans ma tête, avec ce que j'avais entendu au téléphone, je m'attendais à la retrouver à terre, ou pire. Et pourtant elle était là, tremblante, le visage blanc, des petites coupures, les vêtements pleins de poussière, mais vivante. Vivante et consciente. Un des policiers m'a fait reculer, procédure, questions, alcool, papier, tout le cirque. Ma copine était encore en état de choc, elle essayait de raconter ce qui s'était passé mais ça sortait en désordre, comme si son cerveau n'arrivait pas à mettre les images dans le bon sens. Elle disait qu'elle roulait normalement, qu'elle avait eu l'impression de rencontrer quelque chose d'un coup, et ensuite juste le bruit, l'impact, le monde qui bascule, les airbags, la fumée. Elle était persuadée d'avoir heurté quelque chose d'énorme. Quand j'ai vu la voiture un peu plus tard, en pleine lumière, j'ai eu la nausée. Je ne dis pas ça pour être dramatique. Je dis ça parce que la logique s'est arrêtée. Comment tu peux sortir de là? Comment tu peux être debout et parler après un choc qui a tordu l'habitacle comme une canette?
Ça ne collait pas. Il manquait des morceaux. La portière côté passager était comme rentrée dans l'habitacle, et le pare-brise avait cette toile d'araignée opaque qui te fait comprendre que ta tête aurait pu être là. Et là arrive le truc qui me rend fou, encore maintenant. Ni moi, ni ma copine, ni les policiers n'ont réussi à trouver ce qu'elle avait percuté. Il n'y avait pas d'autre véhicule éclaté. Pas de débris d'un deuxième choc, rien qui ressemble à des morceaux d'un autre objet. Pas de lampadaire arraché, pas de poteau tordu, pas de barrière éventrée. Pas de traces sur un mur. Rien. La route avait l'air normale. Comme si la voiture s'était auto-détruite toute seule au milieu de nulle part. Les flics ont fait le tour, lampe à la main, ils ont cherché des marques, ils ont regardé les bas-côtés, ils ont demandé aux gens s'ils avaient vu quelque chose. Ils avaient le même visage que moi, le visage du mec qui essaie de faire rentrer un carré dans un rond. Parce que le niveau de dégâts sur notre voiture exigeait un point d'impact, un objet, une masse, quelque chose. Mais il n'y avait rien. Même pas la trace d'un freinage long ou d'une glissade énorme. Juste notre voiture massacrée et une scène beaucoup trop propre autour. À un moment, j'ai commencé à me dire des conneries, genre peut-être qu'elle s'est faite percuter. Mais par quoi? Un camion fantôme? Une remorque qui s'est enfuie? Un truc tombé d'un véhicule et ramassé juste après? Sauf que tu ne ramasses pas un mur. Tu ne ramasses pas un poteau. Tu ne ramasses pas une force qui te plie un habitacle comme ça sans laisser une signature quelque part. Et puis il y avait la position du choc, ce côté impossible, ce sentiment que la voiture avait été prise et tordue, pas simplement arrêtée net. Ma copine, elle, répétait qu'elle ne comprenait pas. Qu'elle avait vu la route, qu'elle n'avait pas vu d'obstacle, qu'elle n'avait pas eu le temps de réagir. Elle avait cette façon de parler des gens qui essaient de se convaincre eux-mêmes, comme si le fait de mettre des mots dessus allait reconstituer une cause. Elle m'a demandé plusieurs fois ce qu'il y avait devant, comme si j'avais une réponse cachée. Je n'en avais aucune. Ce qui me hante le plus, c'est la banalité du décor autour. Une route normale. Pas de chantier. Pas de virage dangereux. Pas d'amas de gravats. Pas de traces de collision sur l'environnement. Rien qui dise oui, c'est là que ça s'est passé. C'est comme si le crash avait eu lieu sans endroit pour exister, comme si la violence du choc avait été réelle uniquement pour elle et pour la voiture, et pas pour le monde autour. Alors je repose la question comme je me la repose la nuit, quand mon cerveau refuse de laisser ça tranquille. Qu'est-ce qu'elle a frappé, bordel? Ou pire. Qu'est-ce qui l'a frappé elle? Je me souviens très clairement d'une période d'environ une semaine dont ma femme n'a absolument aucun souvenir. Pas flou, pas vague, rien du tout. Pour elle, cette semaine n'a jamais existé. À l'époque, nous venions tout juste de commencer à travailler ensemble. C'était nouveau pour nous deux, à la fois excitant et un peu stressant. De mon côté, je peux décrire cette semaine avec une précision presque excessive. Je me souviens de l'hôtel dans lequel nous avons logé, du travail que nous faisions chaque jour, des conversations que nous avions le soir, des choses étranges que nous avons remarquées dans les environs. Je me rappelle des personnes à qui nous avons parlé, des outils que nous utilisions, du temps qu'il faisait, de la saison, de ce que nous mangions. Chaque détail est là, intact, comme si c'était gravé dans ma tête. Beaucoup de ces éléments étaient pourtant très spécifiques, difficiles à confondre avec un autre souvenir. L'hôtel, par exemple, était dans un état pitoyable. L'ascenseur ne fonctionnait pas et faisait un bruit inquiétant quand on essayait de l'appeler. Le micro-ondes de la chambre était cassé, ce qui nous agaçait tous les soirs. Il y avait même une affiche publicitaire un peu défraîchie accrochée près de l'accueil, avec Tormin de Game of Thrones dessus, ce qui nous avait fait rire à l'époque parce que ça n'avait absolument rien à voir avec l'endroit. Ce qui rend tout ça encore plus troublant, c'est le contraste entre nos mémoires respectives. J'ai une mémoire exécrable. J'oublie souvent des rendez-vous, des dates importantes, parfois même des conversations récentes. Ma femme, au contraire, se souvient de tout. Elle est capable de rappeler l'anniversaire d'une personne qu'elle n'a pas vue depuis des années,
ou un détail insignifiant d'une journée ordinaire. Elle se souvient de presque tout ce qu'elle vit, avec une facilité qui m'a toujours impressionné. Et pourtant, concernant cette semaine précise, elle n'a rien. Elle me regarde avec un air sincèrement perplexe quand j'en parle. Elle jure que cela n'est jamais arrivé, que nous n'avons jamais séjourné dans cet hôtel, jamais travaillé à cet endroit à ce moment-là. Ce n'est pas de la mauvaise foi, je le vois bien. Pour elle, ces souvenirs n'existent tout simplement pas. À un moment, j'ai même essayé de provoquer quelque chose de concret. Je l'ai emmenée en voiture devant l'hôtel où nous avions séjourné, en espérant que voir l'endroit déclencherait un souvenir, une sensation familière, n'importe quoi. Elle a regardé le bâtiment comme on regarde un lieu totalement inconnu. Aucun déclic, aucune réaction particulière. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu moi-même, mais une histoire arrivée à mon amie, et honnêtement, elle me donne encore des frissons quand j'y repense. À l'époque, on était en 5e. Son petit frère faisait du foot, donc elle devait souvent l'accompagner à ses entraînements après l'école. Pendant que lui s'entraînait sur le terrain, elle allait traîner sur l'aire de jeu juste à côté, histoire de passer le temps. Un jour comme les autres, elle jouait seule quand une fille est venue lui parler. C'est là que la partie étrange commence. Cette fille avait exactement la même couleur de cheveux que moi. La même longueur aussi, coupée de la même façon. Les mêmes yeux, d'un bleu acier très particulier, un genre de couleur vraiment rare, pas le bleu banal. Elle portait exactement les mêmes vêtements que moi ce jour-là, jusqu'au détail. Et comme si ce n'était pas déjà assez perturbant, elle avait aussi le même prénom que moi, et les mêmes centres d'intérêt. Le problème, c'est que je n'étais même pas là. Ce jour-là, j'étais chez moi, cloué au lit à cause de la grippe, à dormir presque toute la journée. Impossible que ce soit moi. Pourtant, mon ami a commencé à discuter avec cette fille, un peu intriguée, un peu mal à l'aise aussi. Plus elle parlait, plus les coïncidences s'accumulaient. La fille lui a parlé d'un personnage original exactement comme le mien, et même d'un univers imaginaire presque identique. À l'époque, j'étais obsédé par une histoire que j'avais inventée avec 3 loups au pouvoir magique, et apparemment, cette fille avait la même idée, avec les mêmes bases. Vers la fin de leur conversation, un husky est passé près du terrain. Et là, la fille a complètement vrillé. Quand je dis complètement, je veux dire vraiment. Elle s'est mise à crier, à s'agiter, à réagir de façon totalement disproportionnée, comme quelqu'un en pleine crise. Mon ami a dit que c'était le genre de réaction qu'on associerait à un internement psychiatrique. Et le pire, c'est que cette réaction ressemblait énormément à la mienne à l'époque, parce que moi aussi, j'avais une fascination maladive pour les huskies et je perdais souvent tout contrôle quand j'en voyais un. Mon ami, complètement paniqué, m'a appelé juste après pour tout me raconter. J'étais au téléphone, fiévreuse, à moitié consciente, et je me souviens très bien avoir appelé ma mère juste après pour lui demander, très sérieusement, si par hasard je n'avais pas une jumelle perdue dont personne ne m'avait jamais parlé. Je conduisais à travers l'ouest du Texas, ce genre d'endroit où la route s'étire à l'infini et où le paysage ne change presque jamais. Sur le côté gauche de la route, j'ai remarqué une petite maison abandonnée en briques de terre. Elle avait l'air très vieille, presque avalée par le décor, et un ancien roue de chariot cassé était appuyé contre son angle avant gauche. C'était le genre de détail qui accroche l'œil parce qu'il semble tout droit sorti d'une autre époque. Environ 1 mile plus loin, toujours sur la gauche, il y avait un garage de mécaniciens abandonné. Derrière le bâtiment principal se trouvait un hangar arrondi en tôle ondulée, rouillé de partout, avec cette couleur brun orangé typique du métal qui a passé trop de décennies au soleil. Je m'en souviens très bien parce que l'ensemble avait un charme triste, presque cinématographique. On a continué à rouler. La route était droite, le paysage complètement plat, monotone à en devenir oppressant. À un moment, j'ai même commencé à me sentir un peu étrange, comme si le décor était trop vide, trop répétitif, au point de jouer avec mes nerfs. Puis j'ai vu un petit bâtiment sur le côté gauche de la route. Et mon estomac s'est noué. C'était la même maison.
La maison en briques de terre, exactement pareille. La roue de chariot cassée, au même endroit, appuyée contre le même coin. Pas une variation, pas un détail différent. Environ 1 mile plus loin, toujours sur la gauche, se trouvait le même garage abandonné. Le même bâtiment principal. Le même hangar arrondi en tôle ondulée. Le même rouille, la même forme, la même disposition. Je me suis immédiatement demandé si je perdais la tête. Je savais pourtant que nous ne nous étions pas trompés de direction. Nous n'avions pas fait demi-tour. Je n'avais pas somnolé au volant ni confondu les choses. Tout était clair dans ma tête. J'ai pointé du doigt la maison et le garage en expliquant à mon mari que nous les avions déjà vus quelques minutes plus tôt. Il m'a regardé, complètement perplexe. Pour lui, c'était la toute première fois qu'il voyait ces bâtiments. Il les a même trouvés superbes, disant qu'ils avaient un aspect très classique, presque emblématique du Texas rural. Il ne comprenait absolument pas pourquoi j'étais aussi troublé. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose clochait. Pas seulement une illusion d'optique ou une erreur d'inattention. La répétition était trop parfaite, trop précise. Je n'ai jamais réussi à me débarrasser de cette sensation étrange, comme si nous avions traversé une sorte de boucle, ou franchi une frontière invisible sans nous en rendre compte. Je travaillais comme responsable de la section percussion de l'orchestre de mon ancien lycée pendant le camp d'été. Chaque année, on passait une semaine dans une université et on dormait dans les résidences étudiantes. Quand j'étais encore élève, j'avais toujours un colocataire, surtout pour m'aider à me lever le matin. Mais cette fois-ci, j'avais déjà obtenu mon diplôme et j'étais considéré comme un adulte, presque comme un enseignant. On m'avait donc attribué une chambre individuelle. Le dernier jour du camp, je me suis réveillé vers 8h30 du matin en sursaut. Un des directeurs adjoints était en train de frapper violemment à ma porte en criant pour que je me lève. J'étais complètement désorienté. La répétition avait commencé depuis 1 heure. Ce qui rend la situation étrange, c'est que j'avais tout prévu pour éviter exactement ce genre de scénario. J'avais réglé plusieurs alarmes, une à 5h du matin, puis d'autres à 6h au cas où je me rendormirais, puis encore d'autres après. En plus de ça, ma copine avait accepté de m'appeler pour être sûre que je sois réveillé, parce que je suis connu pour dormir très profondément. Je me suis levé d'un bond, j'ai enfilé des vêtements à la va-vite et je suis parti en courant vers le terrain. Pas de douche, pas de petit déjeuner, rien. Je savais que j'étais déjà en retard et je paniquais complètement. Juste avant de quitter ma chambre, j'ai attrapé mon téléphone, ou plutôt j'ai essayé. Il était censé être en charge sur le support à côté de mon lit. À la place, je l'ai trouvé de l'autre côté de la pièce, posé près de mon sac. Un sac qui était déjà entièrement préparé pour le départ, alors que je n'ai aucun souvenir de l'avoir fait la veille au soir. Quand j'ai appuyé sur le bouton pour allumer l'écran, rien ne s'est passé. Le téléphone était éteint. Sur le moment, j'étais trop pressé pour m'en inquiéter davantage. Quand je suis arrivé au stade, ma copine m'a rejoint et m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle m'a expliqué qu'elle m'avait appelé plus tôt dans la matinée. Non seulement j'avais répondu, mais je lui avais dit que j'étais déjà en route vers le bâtiment de la cafétéria. Pire encore, elle m'a montré un message qu'elle m'avait envoyé pour me demander si j'étais bien réveillé, et auquel j'avais répondu. Je n'avais absolument aucun souvenir de cette conversation. Aucun. Pour moi, cette partie de la matinée n'existait pas. Plus tard, quand j'ai enfin branché mon téléphone, il s'est rallumé et j'ai pu vérifier. Il était complètement déchargé, ce qui expliquait pourquoi l'écran ne s'était pas allumé plus tôt. Et effectivement, il y avait toute une discussion entre ma copine et moi, avec des réponses cohérentes, normales, écrites par moi. Je n'ai jamais été somnambule de ma vie. Jamais. Mais c'est la seule explication qui me vient à l'esprit. Je ne me souviens pas d'avoir éteint mes alarmes, ni d'avoir décroché le téléphone, ni d'avoir préparé mon sac. Ma chambre était verrouillée, personne d'autre n'avait accès à l'intérieur, et rien ne semblait déplacé de manière illogique.
Ça s'est produit quand j'avais peut-être 3 ou 4 ans. J'étais très jeune, mais ce souvenir est resté étrangement net dans ma tête. À l'époque, je vivais dans un appartement situé au 2e étage d'un immeuble. Dans cet appartement, il y avait une pièce particulière qui revient souvent dans mes souvenirs. Elle était presque vide, sans vraiment de meubles, et je me rappelle surtout d'une grande fenêtre qui donnait directement sur la rue. Je me souviens avoir passé beaucoup de temps à regarder dehors à travers cette fenêtre, à observer les voitures, les passants, la vie en contrebas. Ces images sont très claires pour moi. La lumière qui entrait dans la pièce. La hauteur par rapport à la rue. La sensation d'être un peu isolé du reste de l'appartement. C'est comme si cette pièce avait une place à part dans ma mémoire, différente des autres. Mais le souvenir qui me trouble vraiment arrive après. Je me rappelle qu'un homme est entré dans l'appartement. Pas comme un visiteur normal. Dans mon souvenir, il venait pour enlever la pièce elle-même. Il avait avec lui une sorte de longue perche, un grand bâton métallique avec un crochet au bout. Et sans que ça me paraisse étrange à ce moment-là, il a utilisé cet outil pour attraper la pièce. Littéralement. Il a accroché quelque chose et a retiré la pièce entière, comme si on enlevait un meuble trop encombrant. Pas un mur. Pas une fenêtre. Toute la pièce. Je me souviens très distinctement de cette action. Pas de bruit de destruction. Pas de panique. Juste ce geste absurde et pourtant totalement normal dans mon esprit d'enfant. La pièce était là, puis elle ne l'était plus. Après ça, mon souvenir change. L'endroit où se trouvait cette pièce est devenu autre chose. À la place, il n'y avait plus qu'un petit placard, étroit, utilisé pour le chauffage. Un espace technique banal, sans fenêtre, sans rien de spécial. Et dans ma mémoire, ça a toujours été comme ça après. Comme si la pièce n'avait jamais existé. Ce qui me perturbe aujourd'hui, c'est que ces deux versions coexistent dans ma tête avec la même force. Je me souviens clairement de la pièce et de sa fenêtre donnant sur la rue. Et je me souviens tout aussi clairement de l'espace réduit qui l'a remplacé. Je ne sais pas si mon cerveau a fabriqué ce souvenir à partir de quelque chose de réel mais mal compris. Peut-être des travaux. Peut-être un fantasme d'enfant. Peut-être une confusion entre plusieurs endroits. Ou peut-être que quelque chose de vraiment étrange s'est produit et que mon esprit d'enfant l'a enregistré de la seule façon possible. Je n'ai jamais réussi à obtenir de réponse claire. Les adultes à qui j'en ai parlé n'en savent rien ou ne s'en souviennent pas. Et moi, je reste avec cette image impossible d'un homme qui vient retirer une pièce entière comme on enlèverait un objet inutile. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.